Bonjour, tout d'abord je remercie la bibliothèque d'Alexandrie de m'avoir invité à parler sur les biens communs de la connaissance dans son atelier sur l'accès au savoir. Je remercie tout particulièrement Hala Salmawi qui dirige la section juridique de la bibliothèque et Rania Sharawi qui dirige la section francophone. Aujourd'hui donc je viens vous présenter un livre que nous avons édité qui regroupe 25 auteurs venant de 4 continents pour parler des biens communs de l'immatériel, des biens communs de la connaissance. La théorie des biens communs a connu récemment un grand succès avec l'obtention du prix Nobel par Elinor Ostrom. Qu'est-ce que globalement un bien commun? C'est une ressource partageable. C'est, en anglais on dit a common pool resource, quelque chose sur lequel les gens peuvent venir puiser à condition de respecter la communauté qui a mis en œuvre cette ressource et qui doit pouvoir continuer à la maintenir, à permettre l'accès le plus large pour tous et parfois même à créer de nouvelles ressources sur le même type. Or, face à ces biens qu'on dit communs, il y a deux approches différentes. Une première qui est l'approche dite traditionnelle, qui est celle qui a été mise en valeur par Hardin en 1968 dans son article qui s'appelle « La tragédie des biens communs ». Dans la tragédie des communs, Hardin explique que si on met trop de personnes à exploiter une ressource, alors la ressource va se dégrader et on ne pourra plus s'en servir, tout le monde va y perdre. Et il voit comme solution soit l'étatisation, soit la privatisation. Or, dans les communautés réelles qui gèrent des ressources partagées, par exemple qui peuvent gérer des pêcheries, qui peuvent gérer des réseaux d'irrigation, et on va le voir tout à l'heure, qui peuvent gérer des objets de connaissance, des logiciels, des livres, des idées, de la science, toutes ces communautés se parlent et évitent cette surexploitation. D'où l'approche dite institutionnelle de Elinor Ostrom, qui consiste à considérer la question des biens communs principalement comme une question de gouvernance. Qui met en œuvre la gouvernance des biens qu'on va offrir en partage? Comment on permet aux communautés de développer ces biens, de les maintenir? On sent bien qu'il y a déjà un premier changement quand on va passer des biens communs matériels qui sont forcément limités à des biens communs immatériels, aux biens communs de la connaissance, qui sont eux très largement multipliables à l'infini. L'information, la connaissance, le savoir, et maintenant les documents depuis qu'ils sont numériques, ont les qualités de ce qu'en économie, depuis Samuelson, on appelle les biens publics, c'est-à-dire ils sont non excluables et non rivaux. Non excluables, c'est-à-dire on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a eu une connaissance de s'en servir, et on ne peut pas, le fait qu'une connaissance serve à quelqu'un n'empêche pas une autre personne de s'en servir aussi. C'est une logique qui ferait que si on y réfléchissait uniquement en fonction du bien, on pourrait le multiplier à l'infini. Le problème, c'est qu'il y a des communautés. Et là, on retrouve notre problème de bien commun, le problème de la gouvernance. Comment on fait en sorte qu'une communauté peut continuer à maintenir un bien commun? Un exemple typique, c'est celui du mouvement des logiciels libres. Le logiciel libre est un bien commun de la connaissance. Une fois qu'il existe, on peut le multiplier, cela n'empêche personne de s'en servir, cela permet d'ajouter les améliorations continues. Mais si par ailleurs on accepte qu'il y ait des brevets sur les logiciels, qui sont souvent des brevets sur les algorithmes, des brevets sur les mathématiques, donc des brevets sur la connaissance, si on met une main privée sur une partie du travail des informaticiens, on va tuer la communauté du logiciel libre, qui ne va pas pouvoir prendre le risque d'utiliser une méthode de peur qu'il y ait un brevet dessus. Et quand on voit aujourd'hui comment les grands groupes, Google, Facebook, AOL, Microsoft, comment tous ces groupes-là font des batailles de brevets entre eux, on imagine que des gens qui créent un bien commun, qui créent un bien gratuit et partageable, ne peuvent pas rivaliser avec ces BMO de l'Internet. Donc tant qu'on va accepter des brevets de logiciels, on met en danger la communauté elle-même et sa capacité à produire du logiciel libre, à produire cette ressource partagée qu'est le logiciel libre. Dans le livre Libre Savoir, nous avons essayé de regrouper toute une série d'exemples au-delà de cet exemple fondateur qui est celui des logiciels libres et pour lequel j'ai commis un article. En particulier, nous voulons montrer que de nombreuses communautés se regroupent, gèrent leurs problèmes de gouvernance pour finir par construire des biens communs qui vont être des ressources ouvertes et partageables.
Au premier chef, les chercheurs d'université qui ne veulent pas déposer des brevets ou publier dans des revues à des tarifs trop élevés pour les rendre accessibles dans le monde entier et qui ont lancé le mouvement pour le libre accès aux publications scientifiques primaires. Donc nous avons là un exemple avec Jean-Claude Guédon, Philippe Aigrin qui montre aussi combien l'ouverture de la recherche scientifique touche de nouveaux acteurs, des citoyens qui s'intéressent à la science. Enfin, un article de Soubia Arunachalam, de Leslie Chan et de Barbara Kirsop qui montre l'importance du libre accès pour le développement de la médecine dans le monde entier. Donc on voit que cette question des communautés scientifiques est un exemple fondamental de la création de biens communs de la connaissance par des communautés de gens qui le font volontairement, qui n'attendent pas une décision venant d'en haut. Nous avons le même phénomène pour des créateurs qui décident de distribuer leurs œuvres sous des licences dites Creative Commons, c'est-à-dire qui permettent une réutilisation, une réédition, une circulation en fait de leurs travaux. Nous avons la chance pour cet article d'avoir Hala Salmaoui de la bibliothèque d'Alexandrie qui nous a montré l'importance de ces licences Creative Commons du point de vue du monde arabe et son lien avec l'histoire du partage de la connaissance à l'intérieur du monde arabe. Bon, nous avons aussi un autre exemple, ce sont les enseignants qui décident de créer des ressources électroniques libres, des ressources éducatives qui sont partagées, qui permettent la circulation des expériences pédagogiques. Nous avons là-dessus un article de James Boyle et Arash Bichel. Enfin, nous avons un article de Valérie Peugeot, qui est aussi la présidente de l'association VECAM qui a coordonné le livre, qui nous parle des données ouvertes, montrant comment les données ouvertes créent un espèce de commun qui permet la réexploitation, qui permet aussi de retravailler les données pour les présenter au monde entier. Et que ce travail, et c'est là qu'on arrive à quelque chose d'intéressant avec les communs, parce que quelque chose qui n'est pas simple, ce travail complémentaire sur des données ouvertes peut être fait aussi bien par des associations, qu'il peut être fait par des entreprises privées qui vont ensuite vendre un service basé sur la ressource commune qui est la donnée ouverte. Enfin, nous pensons que la connaissance est immatérielle, mais elle n'existe vraiment que quand elle est inscrite dans quelque chose de matériel qui va pouvoir être échangé, que ce soit une revue scientifique, que ce soit un article de blog, un texte mis sur Internet. On est dans le numérique, mais le numérique reste quelque chose de profondément matériel. Et nous pensons qu'il y a d'autres formes d'inscription d'une connaissance commune, en particulier la semence, qui est une manière pour les paysans d'inscrire leurs connaissances. Les plantes que nous cultivons actuellement ont principalement été sélectionnées par les paysans depuis des millénaires, depuis la révolution du néolithique. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui essayent de dire « mais moi je rajoute un gène à cette sélection multimillénaire et d'un seul coup je deviendrai propriétaire de cette plante dite OGM, génétiquement modifiée ». Face à cela, il y a des nouveaux mouvements de biens communs qui existent parmi les paysans. En particulier, nous avons un article de Guy Kessler qui a fondé en France le réseau Semences Paysannes pour favoriser l'échange de la semence. Nous avons aussi un article venant du Mexique, de Adelita San Vicente, qui nous montre l'importance du maïs et donc sa culture millénaire dans l'existence même du Mexique et de son peuple, et de ses peuples plutôt. Donc aujourd'hui, on voit bien que cette connaissance traditionnelle pèse aussi beaucoup dans le monde paysan et doit être protégée contre les enclosures, c'est-à-dire contre les mainmises de ces trusts multinationaux qui, parce qu'ils ont rajouté un gène ou une propriété, souvent discutable par ailleurs, veulent être propriétaires des millions d'années de travail des paysans. Les communs de la connaissance s'étendent de plus en plus. Ils touchent de tout nouveaux domaines. Par exemple, dans le livre, Michel Bowens nous explique combien la production elle-même va être affectée par la capacité du numérique à penser et à créer de nouveaux biens communs. C'est aussi Charlotte Hess, une des filles spirituelles de Elinor Ostrom, qui nous fait l'honneur de faire l'article introductif où elle parle de tous ces nouveaux communs qui sont en train de se mettre en place et sur lesquels on peut hériter de l'expérience de comprendre en fait la connaissance comme étant un bien commun. Mais aussi, il nous importe de comprendre que
ces communs, donc ces ressources partagées créées par des communautés, sont menacés par des règles qui viennent s'imposer en fait sur les besoins des communautés. C'est ce que nous montre Xuan Li du South Centre, qui nous montre en fait les limites qui sont portées par la propriété intellectuelle sur la construction de communs. C'est aussi la question qui est posée par Anupam Chanders et Madhavi Sunder, qui se demande si le domaine public lui-même, en étant trop largement ouvert, c'est-à-dire en n'étant pas soumis à des règles émanant des communautés qui ont créé les biens, si on considère tous les biens des communautés comme étant du domaine public, dans lequel chacun va puiser, ils s'aperçoivent que dans l'histoire, ce sont toujours alors les plus riches qui viennent puiser dans le domaine public, qui accaparent le domaine public et qui en fait l'assèchent ou assèchent les pratiques des communautés. Et là, nous touchons quelque chose de très important. Leur article s'appelle « Une vision romantique du domaine public ». C'est-à-dire cette idée que si on partage tout, est-ce qu'on ne va pas en fait favoriser à nouveau ceux qui sont déjà favorisés? Et donc, reposer la question des formes de gouvernance et des formes de propriété, y compris sur l'ensemble des travaux intellectuels. Il y a par exemple une loi très intéressante dans l'État indien du Kerala sur les médecines traditionnelles, qui disent « ça n'est pas un domaine public, mais c'est bien un bien commun qui va être géré par des communautés ». Ça n'est pas sans poser non plus d'autres problèmes juridiques. Qui est une communauté, qui en fait partie, qui va bénéficier éventuellement de revenus financiers ou qui va donner des autorisations. Tout ça, ça nous montre bien, et c'est la dernière partie de notre livre, que ce modèle des biens communs doit aussi être interprété comme une forme d'interrogation à l'organisation politique et économique du monde. C'est-à-dire comment, avec ces nouvelles réflexions, ces nouveaux outils intellectuels que nous offre l'approche par les biens communs, on va transformer les modes de gouvernance mondiale, notamment l'approche des mouvements sociaux. C'est ce que Frédéric Sultan nous présente avec l'appel mondial qui s'appelle pour la récupération des biens communs. C'est aussi ce qui nous est présenté autour des relations entre les biens communs écologiques et la démocratie par Hervé Brédif et Didier Christa. C'est enfin ce que nous présente Gaëlle Krikorian quand elle parle de la hiérarchie des normes entre les normes qui gèrent la santé publique et les normes qui gèrent la propriété intellectuelle. On sent bien qu'il y a là, avec l'existence des big pharma, une contradiction pour savoir qu'est-ce qui dans un pays doit être le plus important, le respect de la santé publique des gens ou l'application de règles de propriété intellectuelle en général venant d'autres pays ou venant de pays qui ont de grands décalages de richesse. Donc cette question de l'interrogation politique nous est portée en conclusion par Silke Helfrich, qui fait une présentation de l'apport politique de la question des biens communs, et David Bollier. Silke Helfrich et David Bollier sont aujourd'hui à la tête du Common Strategy Group, c'est un espèce de groupe mondial qui veut réfléchir à l'impact politique de cette question des biens communs. Enfin, Valérie Peugeot, dans son introduction, donne une définition, non pas des biens communs eux-mêmes, mais de la stratégie de ce qui se met en œuvre. Elle dit « nous sommes aujourd'hui dans une utopie pragmatique ». Et cet oxymore, cette manière de mettre deux mots contradictoires côte à côte, nous montre bien que la question des communs, la question de la liberté de circulation des connaissances, la question du partage, ouvre de nouvelles perspectives. Ouvre de nouvelles perspectives qui sont contradictoires, qui ne sont pas jouées, qui vont devenir quelque chose qui va peser dans la politique mondiale. Je crois que la réunion aujourd'hui à Alexandrie le prouve, mais je crois aussi que la question des biens communs, à Rio plus 20 au mois de juin, pour la grande négociation mondiale, est devenue une question centrale. Pour terminer le livre, parce qu'on ne fait jamais un bon livre sans avoir un regard décalé, nous avons demandé au linguiste Alain Ray de nous faire une petite histoire linguistique du mot commun. Et je lui laisse la conclusion. Il dit que si les mots ne font pas la révolution, on peut au moins choisir les mots qui décrivent la révolution. Merci beaucoup de m'avoir écouté.